Si toi aussi tu souhaites apprendre à créer une map Genshin Impact pour le nouveau mode UGC qui est sorti récemment, cette vidéo est faite pour toi. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y aura énormément de vidéos guides à ce sujet-là. Dans cette première vidéo, du coup, on va voir les bases, comment créer sa map, la présentation un petit peu de l'éditeur dans sa globalité, et on va essayer de mettre un peu tout ça en pratique pour créer notre premier monde. Tu l'auras compris, l'objectif à la fin de cette première vidéo, c'est que tu n'aies plus peur de créer une map Genshin, tu n'aies plus peur de ne pas connaître l'éditeur, tu te lances directement dans la création de ta première map, et pourquoi pas de ton premier succès. Les amis, du coup, on se retrouve directement sur Genshin Impact, et vous allez voir en fait que quand on clique sur échappe, tout en bas, on va avoir toutes les options du Paradisia Milieu Astral. Nous, ce qui va nous intéresser, du coup, c'est ce petit onglet-là, Mon Paradisia, sur lequel on va cliquer directement pour pouvoir créer nos premières maps. On peut voir du coup qu'on a les sauvegardes locales avec les maps sur lesquelles on est en train de travailler, les maps qu'on a pu téléverser, publier, pour qu'elles soient déjà sauvegardées sur le cloud, mais également on peut voir la popularité de nos différentes cartes. On peut voir en haut à droite un niveau de création, c'est en fait tout simplement le niveau d'artisan. Comment ça se passe? Vous avez un site, je vous mettrai le lien en description, qui s'appelle du coup le Centre des créateurs. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait, vous allez vous connecter à votre compte Genshin, vous allez devoir effectuer un contrôle d'identité, que ce soit avec des documents officiels comme votre carte d'identité, votre permis, votre passeport, pour que vous puissiez en fait après gagner des gains en fonction de la popularité de votre carte, donc c'est très important à faire, mais également gagner des niveaux et débloquer des fonctionnalités. Je vais juste vous présenter ça pour le moment. Vous voyez qu'ici il y a plusieurs vidéos tutoriels pour vous aider à créer des maps. Elles sont toutes en anglais, donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de faire ces guides là en français pour que tout simplement la commu française ait accès à des tutoriels simples et que finalement tout le monde soit amené à créer ses maps et qu'on puisse tous s'amuser sur ce mode de jeu là. Nous, ce qui va nous intéresser du coup, c'est tout ce qui est avantage de niveau. Si vous voulez, je ferai une vidéo qui présente plus en détail tout ce qui est le centre des artisans avec tout ce qui est récompenses, centre de données, etc. Juste pour parler rapidement de l'avantage de niveau parce que c'est un point important à aborder parce que vous pouvez être amené à bloquer sur certains points qui sont au final très simples. Il faut juste avoir les connaissances. Au début, on commence bien sûr à niveau 1 et on monte très facilement niveau 2. Pourquoi? Parce qu'on a juste deux quiz à terminer pour passer niveau 2. Ces quiz qui sont du coup sur des connaissances sur les différents composants et sur les différents niveaux. Ces quiz, vous pouvez les faire autant de fois que vous voulez, donc vous pouvez le faire une fois, même si vous vous trompez complètement, c'est pas grave, vous retenez les bonnes réponses, vous refaites le quiz, c'est validé, vous passez niveau 2, on n'en parle plus. Et vous voyez que pour passer niveau 3, il me faut encore 200 points d'expérience. C'est très simple, il faut tout simplement que je publie un niveau et qu'il obtienne objectif de jeu atteint pour vos niveaux supérieurs à 15, donc il y a 15 personnes qui jouent à mon jeu, c'est relativement simple. Et vous allez voir en fait les avantages en fonction de votre niveau. Et on peut voir qu'au niveau 3, on débloque quelque chose de très important qui sont les textes personnalisés. Donc que ce soit les scores en fait qui vont venir se mettre à jour pendant la partie, les différents minuteurs, les barres de progression et j'en passe. Donc je voulais en parler parce que moi au tout début quand je me suis retrouvé sur l'éditeur, je trouvais pas comment avoir des textes créer en fait une UI, une interface utilisateur personnalisée et vraiment j'ai cherché et du coup c'est en découvrant le centre des artisans que j'ai enfin compris comment débloquer ça. Et donc voilà, et vous allez voir que en avançant, en gagnant de niveau, le niveau max c'est 5, vous allez débloquer par exemple la sauvegarde entre les différentes parties et j'en passe. Comme je l'ai dit, je pourrais faire une vidéo qui va apporter plus de détails sur ce centre des artisans si vous le souhaitez. On se retrouve du coup dans notre onglet de création. On va venir directement en bas à droite, venir créer une sauvegarde et on va voir directement une nouvelle map qui va se charger. Quand on arrive du coup dans notre map qui est nouvellement créée, on arrive sur un terrain qui est vierge, qui fait pas trop rêver, hein, je vous mens pas. Je vous préviens, du coup l'objectif de cette vidéo, ça va être vraiment de vulgariser au maximum l'éditeur pour qu'il soit accessible pour tout le monde, même quelqu'un qui n'a jamais fait de programmation. Mais si vous souhaitez avoir des termes précis, exacts, même si vous avez déjà des connaissances en programmation, je vous invite directement à venir en haut à gauche sur le petit livre que vous allez retrouver en bas à droite ici avec le point d'interrogation, aide, qui va venir vous ouvrir une doc qui est très détaillée sur le mode créatif. Vous voyez que vraiment si vous aimez la lecture, vous allez en avoir. Vous pouvez également traduire en français évidemment, bon c'est pas un problème. Et vous avez une barre de recherche pour si vous cherchez par exemple quelque chose de précis sur des minuteurs ou sur l'UI ou sur des préfabs ou sur des collisions. Vous tapez collision et vous aurez tout ce qui est relatif à ce sujet. La doc est franchement très bien faite, plutôt complète, donc si vous voulez en fait apprendre de plus en plus de choses, si vous ne souhaitez pas attendre la suite de mes tutos, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça fait pas de mal de toute façon. Donc pour l'éditeur, moi ce que je vous conseille déjà dès le début, c'est de venir en haut à droite dans les paramètres, augmenter la vitesse de caméra, ça va vous permettre de vous déplacer plus vite quand vous créez une map et franchement c'est un gain de temps quand même conséquent, ça permet de ne pas passer 1000 heures à aller d'un point A à un point B. Vous avez également l'aperçu des raccourcis en bas avec toutes les touches qui vont vous être utiles, même si je vais les présenter pour vous, vous inquiétez pas, comme les touches les plus utiles. Voilà, ZQ, SD pour se déplacer, A pour descendre, E pour remonter et la molette pour zoomer et dézoomer et le clic droit pour voilà, se déplacer en rotation. Donc aussi à gauche vous allez avoir la barre d'actifs, ils appellent ça en français, où vous allez avoir en fait tous les préfabriqués qu'on peut retrouver de Genshin directement, que ce soit les arbres, les bâtiments, l'éclairage, les armes, les outils, les monstres, les jetons que vous avez pu retrouver dans pas mal de niveaux si vous avez déjà un peu joué, mais également vous allez avoir l'onglet personnalisation où c'est là en fait où vous allez pouvoir entrer tout ce que vous avez créé vous-même si vous souhaitez le
sauvegarder un endroit pour le replacer sur la carte. On va y revenir juste après. Ensuite, je vais vous présenter du coup les 4 couches en fait que vous allez pouvoir retrouver en haut de votre éditeur. La première qui est du coup l'édition de terrain. Là, vous allez éditer en fait tout ce carré que vous avez au début avec le pinceau. Par exemple, si je le prends, si j'ai envie de placer de l'herbe, voilà, je suis dans l'onglet créer, vous allez voir en fait qu'il y a une surcouche qui va s'ajouter et je peux venir voilà, créer des zones ici. Si je reste appuyé sur Shift et que je décale ma souris, vous voyez que je peux créer une grande zone d'un coup. Ça permet de gagner beaucoup de temps si vous voulez faire voilà, une zone qui monte rapidement. Vous avez aussi l'outil du coup supprimer pour venir supprimer directement. Hop, vous pouvez également faire Shift pour supprimer une grande partie d'un coup. Et vous avez également niveler, du coup ça va venir mettre à niveau tout simplement. Voilà, ça c'est si je veux que tout soit à la couche numéro 1. Hop, ça va venir supprimer ou créer directement. Pareil, c'est un gain de temps si vous avez fait n'importe quoi ou si vous souhaitez tout mettre à une même zone. Vous pouvez changer si vous pouvez passer du sable, des cailloux, ce que vous voulez en fait. C'est plutôt simple à mettre en place. Vous pouvez aussi faire des pentes comme vous le voyez. Vous pouvez aller vers la gauche, vers la droite. Vous pouvez également rajouter de l'eau. Hop, vous pouvez également venir la supprimer. Et voilà. C'est tout du coup pour l'édition de terrain, c'est plutôt facile. Là dans ce tutoriel on va pas beaucoup l'utiliser parce que c'est pas ce qui nous intéresse particulièrement. On va se fixer comme objectif de commencer comme si on voulait créer une map only up. C'est des maps que je vois beaucoup sur le mode créatif créé par des gens et en fait ça marche quand même plutôt bien et en fait vous allez voir que c'est super simple à créer et je me dis comme premier niveau, première approche ça peut être plutôt pas mal pour vous expliquer les bases. Du coup pour ce qui est du deuxième onglet ça va être le placement d'entité, donc c'est là qu'on va venir placer bien tout ce qui est voilà, des cubes, des chemins, des tas de moras, tout ce qui est bâtiment, si on veut sauter sur des portes, sauter sur des cabanes. On va voilà, retrouver tout le placement d'entité. Après, vous avez juste à cliquer dessus, la touche supr et c'est supprimé de toute façon. Hein. Autre chose que j'aimerais vous montrer, du coup, quand on place une entité, vous allez voir en fait ici qu'il y a plusieurs choses. De toute façon, à droite, vous avez tout ce qui est les détails de cette entité. Vous avez la transformation. Transformation, c'est quoi? C'est l'emplacement sur la map, sa rotation et son zoom. Emplacement, c'est quoi? C'est si on touche ici au niveau des flèches, on va aller décaler, on peut la monter, la descendre, la translater sur les différents axes. Rotation, ça va être comme son nom l'indique, la rotation, si je veux qu'elle tourne. Bon, le plus souvent utilisé, ça va être le Y, si je veux par exemple là que ça nous regarde, moins 90. Voilà, là elle nous regarde. Et zoomer, en fait, ça va être ce qu'on appelle le scale, ça va être la taille de l'objet. Donc c'est ici, par exemple, si je veux que l'objet ici soit 10 fois plus grand, bah, au lieu de mettre 1, 1, 1, je vais mettre 10, 10 et 10. Tac, sur les 3 axes et vous voyez que l'objet en fait est 10 fois plus grand. Bon, ça sert à rien de mettre une cabane aussi grande honnêtement, mais c'était pour l'exemple. Et vous allez voir aussi, quand vous placez une cabane, vous avez directement en fait les 3 qui sont reliés ici si vous voulez pas toucher à l'onglet de droite. Si vous appuyez sur espace, vous voyez vous allez pouvoir isoler les axes. Donc là j'ai que les axes de translation, ici j'aurai que les axes de rotation et en réappuyant sur espace j'aurai les axes de zoom, de scale et en réappuyant sur espace j'aurai les 3 qui se remettent. CTRL S aussi, une touche très importante pour venir enregistrer notre niveau. À faire le plus souvent possible dès que vous y pensez si vous ne souhaitez pas perdre votre progression honnêtement. Pour ce qui est du troisième onglet, du coup la librairie de préfabriqués, c'est ici en fait qu'on va venir créer une pièce, la sauvegarder, l'enregistrer et qu'on va venir ensuite retrouver ici. Et pouvoir la replacer en fait le nombre de fois que l'on souhaite. On va venir par exemple d'ici dans unité dynamique. On voit qu'on peut partir d'un objet qui existe déjà, mais nous, pour notre only up, ce que j'aimerais bien vous apprendre à créer comme premier préfabriqué, c'est une zone de téléportation pour par exemple quand on tombe, au lieu de tomber dans le vide à l'infini, au bout d'un moment, il faudrait peut-être retéléporter notre joueur sur la carte. Et c'est ce qu'on va venir faire. Donc hop, je vais commencer par placer un cube ici, mais on va y revenir juste après, une fois que j'aurai fini de vous présenter les 4 niveaux. Et le dernier onglet, la prédéfinition de combat, du coup, ça va être tout ce qui est paramètres de joueurs, que ce soit les compétences que vous allez avoir dessus, tout ce qui est variable aussi, que vous allez pouvoir retrouver sur les joueurs, tout ce qui est résurrection, le nombre de résurrections, la durée de résurrection, le niveau de votre joueur, les dégâts qu'il va pouvoir infliger, les différents rôles qu'il va pouvoir avoir. Par exemple, si, je sais pas, vous voulez créer un murder, directement vous vous dites quoi? Il va y avoir plusieurs rôles, il va y avoir le rôle de meurtrier, le rôle de détective et le rôle de innocent. Et en fonction de ces 3 différents rôles, vous n'allez pas avoir les mêmes compétences. Le rôle de détective va avoir une arme, le rôle de meurtrier va avoir une épée, le rôle d'innocent va avoir rien du tout ou une compétence de détection d'indices, on peut imaginer. C'est ici en fait qu'on va venir gérer tout ça avec ici l'onglet compétences. On va pouvoir ajouter des compétences, les assigner à un rôle et assigner directement le rôle à un modèle de joueur. Par exemple, rôle ici, créer un rôle, hop, on peut créer détective, tac. Et vous allez voir ici que le rôle détective, par exemple, on peut avoir envie que, je sais pas, il soit niveau 10, il ait plus de vie, il fasse plus de dégâts. On va pouvoir venir lui assigner, par exemple, une attaque normale. Donc nous, on va partir du principe qu'on veut, avec le détective, avoir une compétence à l'arc. Donc par exemple, on va dans compétences prédéfinies, viser à l'arc, hop. Là, on vient l'ajouter dans notre onglet. En fait, on est venu télécharger l'attaque, la mettre dans l'onglet ici. Et par exemple, du coup, on va retourner dans notre rôle de détective. Hop, rôle détective, compétence, attaque normale. Et voilà.
notre détective a une compétence de visée à l'arc. Meurtrier, on va lui mettre une compétence d'épée, etc. Après, vous pourrez voir avec la documentation, si vous le voulez, plus d'infos à ce sujet-là. Mais de toute façon, il y aura une vidéo dédiée à l'assignation de compétences pour les personnages, la personnalisation même des schémas d'animation de ces dernières, etc. Vous verrez. Mais là, voilà, je vais aller très vite sur ce sujet-là. Donc, on n'ira pas plus loin. Vous pouvez voir aussi que normalement, avec les joueurs, on peut venir avoir des variables, voilà, variables personnalisées. Par exemple, ici, ça, c'est des variables qu'on va pouvoir retrouver ensuite dans les blueprints. Je vais y revenir juste après. Mais c'est des variables où on va pouvoir rentrer des données. Donc, nouvelle variable, par exemple. Moi, je veux une variable, par exemple, un vecteur 3D, c'est-à-dire des coordonnées. Vous allez voir que ça va nous servir. TP1. Voilà. Point de téléportation numéro 1. On va venir créer TP2. Hop, pareil, un vecteur 3D. Et on va, par exemple, on a envie que ça nous téléporte en 100. On bouge pas l'axe des Y parce que c'est la hauteur. On s'en fout de modifier la hauteur pour le moment, pour notre exemple. Hop, CTRL S pour enregistrer toutes ces modifications. Et voilà, on a déjà nos deux variables là qui sont créées. Si on souhaite créer une map only up, hop, on va partir du principe qu'on va éditer la zone de base, par exemple. Tac, on va venir supprimer la quasi-totalité de la zone, en fait, parce qu'on s'en fout un peu. On va garder juste le centre en soi, on s'en fout du reste. Hop, là, je fais ça vulgairement, mais c'est pour aller vite. Hop, CTRL S, tac. On va retourner là où il y a les placements d'entités, et on va se dire que voilà, le premier item sur lequel on souhaite que notre joueur saute, ça va être cette petite cabane en bois. Voilà, le plus long, en fait, dans la map only up, je vous le dis, ça va clairement être de placer les éléments de décor, très très honnêtement. Là, on a nos 3 premiers éléments de décor sur lesquels on va pouvoir sauter. Bon, l'objectif c'est qu'on monte en hauteur à chaque fois, donc on va aller remonter un petit peu. Hop, voilà. Pour ce qui est des premiers tests de niveau, si vous voulez tester votre niveau, ça va être ici, essai. On va voir qu'il nous demande de téléverser la map, du coup, on fait téléversement, tac, et ensuite en fait vous avez juste à modifier ça pour tester en solo. On peut aussi tester en multijoueur, mais pour une map only up c'est pas nécessaire honnêtement. Je vous conseille de décocher ces deux choses là, parce que c'est l'animation en fait. Quand on rejoint un monde, vous avez animation, vous avez le genre de podium. Je vous invite à décocher ça parce que quand on veut tester, on veut que ce soit rapide, et on veut pas se taper une animation à chaque fois qui est inutile. Ensuite on clique sur démarrer du coup, et on va arriver dans notre niveau, vous voyez, et là hop, on va se retrouver avec nos tests, notre barre d'endurance, et on va pouvoir faire notre premier saut. Hop, voilà. Bon, c'est quand même relativement dur comme première étape, mais voilà. On peut activer les ailes. Et par contre, si on tombe dans le vide, bah, vous allez voir qu'en fait, on va tomber dans le vide à l'infini. Et ça, c'est plutôt chiant. On va faire interrompre le défi pour arrêter notre test ici. Ça va nous remettre directement dans l'éditeur. Et vous allez voir du coup que le premier problème, ça va être comment je fais pour continuer à jouer en fait quand je tombe dans le vide. Et pour ça, on va faire une zone de téléportation. On pourrait aussi faire une zone de mort, mais pourquoi je privilégie la zone de téléportation? Parce que quand vous allez mourir, vous allez avoir tout ce qui est animation de la mort et temps de réapparition. Ça peut être frustrant pour un joueur. Évidemment, c'est important d'en avoir hein, pour certains jeux. Vous voulez que vos personnages meurent, mais pour un only up, je préfère la zone de téléportation et en plus, c'est plus dur à faire. Vous allez voir, alors que ça reste super simple. Pour ce qui est de notre zone de téléportation, c'est une zone qu'on va venir placer, mais qu'on peut s'imaginer en fait si on fait un parcours qui fait que monter, que monter, que monter. Si on veut mettre par exemple des checkpoints, il va y avoir une zone de téléportation pour la première zone, une zone de téléportation qui va suivre en fait en dessous des obstacles à chaque fois pour le deuxième checkpoint, pour le troisième, pour le quatrième, etc. C'est pour ça que j'ai créé mes deux variables TP1 et TP2, vous allez voir. Hop, donc pour faire notre zone de téléportation, on va aller dans la librairie de préfabriqués, on va aller dans unité dynamique, autre pour avoir un modèle vide, qu'on va venir placer ici. Vous allez voir qu'en fait, vous allez vous retrouver avec ce petit cube tout simplement. Vous allez voir que l'objet, en fait, il a des collisions de base, ce petit carré, mais en soi, on s'en fout. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est lui ajouter une zone de collision. Pourquoi? Parce que on veut que quand notre joueur entre en collision, il soit téléporté. Comment on fait? On va directement dans le troisième onglet ici, ajouter un composant commun. Vous voyez qu'il y en a plusieurs, mais nous, celui qui nous intéresse, c'est le déclencheur de collision. N'ajoutez pas détection à l'impact ou collision supplémentaire, hein, ça n'a rien à voir. Vraiment déclencheur de collision. Hop, modification avancée. Plus. Et là, vous voyez qu'il y a une petite zone bleue qui s'est rajoutée. C'est en fait la zone de collision. Vous avez la collision de l'objet, où si votre joueur vient à la rencontre de ce dernier, il va être bloqué, comme si vous aviez un mur invisible. La zone bleue, c'est différent. C'est en fait la zone à partir de laquelle, ou quand le joueur va rentrer, ça va envoyer un événement. L'événement qui est le joueur ou l'entité est entré en collision. Vous allez le voir tout de suite, de toute façon, quand je vais programmer en blueprint. Donc là, le déclencheur, par exemple, si je veux que ce soit une grande zone, on va mettre 100 par 100. Hop, voilà. Vous voyez, donc là, on a une grande surface. On va mettre aussi un petit peu de Y, voilà, pour que ce soit un petit peu plus large. Voilà, franchement, pas besoin de plus. On va rester sur ça, cette grande zone-là. On va ensuite aller dans le dernier onglet, qui est en fait ajouter un graphique de nœud. Donc, c'est ce que j'appelle les blueprints. Hop, on vient cliquer directement, ouvrir le bac à sable milieu astral, et ça nous a ouvert cet onglet-là. Cet onglet-là, on va venir double-cliquer, clic droit, créer un graphique de nœud. Je vous invite directement à venir les renommer parce que sinon, vous allez vous perdre, tout simplement.
Et on va mettre TP Zone 1. Voilà. On pourra créer un autre ensuite qui s'appellera TP Zone 2. Vous comprenez bien avec les différents points d'apparition que vous avez créés ensuite. Et du coup, voilà, on se retrouve dans en fait tout ce qu'on appelle un graphe qui est vide au début. Et quand vous faites clic droit, vous voyez que vous pouvez créer des nœuds qui sont en fait des boîtes avec du code compacté à l'intérieur qui vont en fait tout faire pour vous complètement, hein. Vous avez les nœuds d'exécution qui représentent vraiment des actions que vous souhaitez faire, comme par exemple tuer un joueur, le téléporter, définir une variable, définir le point d'apparition. Vous avez aussi les nœuds d'événements qui vont en fait être des nœuds qui vont s'activer automatiquement. C'est toute la partie en fait automatisation du niveau. Par exemple, il y a un événement qui se déclenche quand un minuteur arrive à 0, quand une limite de score, une barre de progression est atteinte, quand un déclencheur est activé, quand un bouton est appuyé. Vous avez ensuite les nœuds de contrôle de flux, donc il y en a que deux, hein. C'est tout ce qui est les conditions. Par exemple, si le score d'un joueur est supérieur à l'autre, vous lui donnez une récompense supplémentaire, basiquement. Tout ce qui est nœud de requête, ça va être quand on veut récupérer une donnée. Par exemple, on veut récupérer la position d'un joueur, on fait une requête. On veut récupérer l'entité à laquelle appartient un joueur, c'est une requête. On veut récupérer son point d'apparition, c'est une requête, basiquement. Et ensuite, on a les nœuds d'opération, donc c'est tout ce qui est en fait les opérations mathématiques, hein, addition, soustraction, division, multiplication, qui vont être utiles quand par exemple on veut additionner tel ou tel score, diviser telle ou telle coordonnée. Je sais pas moi, vous ajoutez une dimension de vie à vos personnages. Si vous voulez qu'ils perdent de la vie, en fait vous allez faire la vie du joueur moins 1. Donc revenons à nos moutons. Pour notre zone de téléportation, ce qui va nous intéresser, c'est les nœuds d'événements. Donc en anglais, je sais comment il s'appelle. En français, bon, ça doit être quelque chose de simple. De toute façon, on va taper collision. Si je mets 2 L à collision, ça marchera mieux. Tac, donc ça c'est les nœuds d'exécution, donc on s'en fout. Nœud d'événement, voilà. En entrant dans le déclencheur de collision, parfait. Voilà, donc ça c'est le nœud d'événement qui va se déclencher quand dès que la collision va être détectée, hop, le nœud va être déclenché automatiquement, il n'y a rien à faire. Donc quand vous avez un nœud comme ça, vous voyez, vous pouvez le sélectionner, le déplacer. Vous avez le pin de connexion à connecter entre chaque nœud, très important, sinon rien ne va s'effectuer, rien ne va marcher. Et en dessous, vous avez les nœuds de variables. Ceux-là, ils sont pas obligés d'être connectés, mais si vous en connectez aucun, globalement, il va rien se passer presque. Mais vous n'êtes pas obligé de tous les connecter eux. Donc par exemple, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'entité entrante. Donc on veut vraiment que ce soit le joueur qui soit l'entité entrante. Donc on va écrire joueur et on va aller dans les requêtes. Comme je vous l'ai dit, quand on veut récupérer quelque chose, c'est dans les requêtes. Donc en anglais ou en français, ça doit être ouais, voilà. Obtenir l'entité de joueur à laquelle un personnage appartient. Hop. Ensuite, pour le dernier nœud, qu'est-ce que ça va être? Simplement, quand le joueur rentre dans la zone de collision, on veut qu'il soit téléporté. On va gagner du temps, on va partir de ce point-là pour pouvoir affiner la recherche et avoir que des nœuds qui correspondent à une entité de joueur. Tac, directement, vous savez que vous voulez téléporter, donc c'est une action, donc vous savez que ça va être un nœud d'exécution que vous cherchez. Hop, on va taper téléportation, de toute manière, je pense que ouais, voilà, c'est la seule recherche qui va aboutir. Nœud d'exécution lié au joueur et au personnage. Vous voyez en fait si ce que vous cherchez a du sens. Hop, téléportation de joueur, et voilà, c'est directement connecté. Vous pensez à relier les deux, sinon il ne va rien se passer. Et emplacement de cible, au lieu de mettre des données en dur, vraiment, on veut pouvoir récupérer les points qu'on a créés précédemment. C'est très simple. Vous voyez que les points qu'on avait créés, ils étaient ici, du coup, dans les variables personnalisées d'un joueur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner dans notre graphe, pardon, c'est ici. On va partir du joueur et on va taper variable comme mot-clé. Tac, c'est une requête, on n'oublie pas. On veut une donnée et obtenir, voilà, variable locale ou variable personnalisée. Donc, en l'occurrence, on a vu que c'était variable personnalisée. Hop, donc vous voyez que c'est une variable qui est fixée sur une entité, sur un joueur. Et vous avez le nom de la variable. Alors, je sais plus comment je l'avais appelé, c'est ma faute, je suis pas très attentif, excusez-moi. TP1, voilà, on va même CTRL-C pour pas avoir de problème. Et on va venir copier, voilà. On va venir en fait récupérer directement la variable TP1. En soi, c'est 000, donc je pourrais mettre 00 ici, c'est pareil, mais c'est pour vous apprendre en fait la création de variables et l'assignation de ces dernières. Et la valeur du coup de la variable, on va venir là, hop, la mettre ici en fait, tout simplement. Et on peut même la mettre dans rotation si on veut que les deux soient en 000. CTRL-S pour sauvegarder. Et ensuite, en fait, l'avantage de faire ça, c'est que là, notre blueprint, il est fait. Si demain, j'ai envie que mon point de téléportation 1 il change, par exemple j'ai envie que ce soit j'ai plus envie que ce soit en 0, j'ai envie que ce soit en 10 0. Il n'y a rien besoin de modifier au niveau du code, ça va être mis à jour automatiquement. Voilà le vrai avantage de fonctionner avec des variables, de fonctionner avec des sauvegardes de données. On pense bien à CTRL-S, sauvegarder, et donc on a le graphe TP Zone 1 qui est créé. Maintenant, on va venir l'assigner à notre petit préfabriqué. Hop, vous allez dans le dernier onglet, ajouter un graphique de nœud, et vous voyez que maintenant qu'ici, on a le TP Zone 1, hop, qu'on vient ajouter directement. On vient sauvegarder ici, enregistrer le modèle une fois qu'il est terminé, configurer le nouveau nom, on va mettre TP Zone 1 et on va mettre
J'ai pas créé d'onglet, on s'en fout, on va le mettre dans l'onglet sans catégorie, c'est pas important. Et ensuite, chaque modification qu'on fera, vous voyez, on peut soit l'enregistrer comme un nouveau préfabriqué, soit écraser le préfabriqué enregistré. Si vous voulez aller vite, on va partir du principe que on va aller très vite, tac, tac, on veut créer directement le prochain point de téléportation, donc on va mettre hop, TP zone 2. Vous pouvez faire un truc aussi très pratique, c'est ça, hop, CTRL-C, hop, CTRL-V. Ici, nom de la variable, TP2, hop, on enregistre, c'est déjà terminé. Ensuite, vous pensez bien à faire TP zone 1 ici, vous allez le supprimer, ajouter un graphique de TP zone 2 et vous allez l'enregistrer comme un nouveau préfabriqué qui va s'appeler TP zone 2. Hop, et vous confirmez. Et là, vous voyez, même si je supprime ça en fait, simplement, vous avez votre TP Zone 1 avec le graphique TP Zone 1 et le TP Zone 2 avec le TP Zone 2. Donc voilà, vous voyez, ils sont dans l'onglet sans catégorie parce que je l'avais pas renommé. Mais voilà, en fait, ça va être vraiment un moyen de sauvegarder ce que vous faites et de pouvoir les modifier comme vous le souhaitez. Ensuite, on va retourner du coup dans notre placement d'entité et vous voyez qu'on les retrouve directement ici, nos préfabs. Donc on va aller par exemple TP Zone 1, on va venir placer par exemple ce cube en dessous, on va avoir juste là le déclencheur de collision, hop, vous voyez voilà, la zone en bleu c'est tout ça. Donc là on peut partir du principe que s'il tombe, honnêtement il n'y a aucun monde où il peut tomber plus loin que ça. Au début il peut pas sauter à l'autre bout de la map notre joueur, donc c'est assez. Par exemple quand ça va monter, par exemple vous avez un deuxième checkpoint, vous placez à partir d'une certaine hauteur, on va dire que s'il tombe, hop, s'il tombe, on va dire que voilà, ça va être le TP Zone 2 qu'on veut. Tac, et vous voyez du coup que ça sera ici et la collision, elle se fait en haut. Là, je vais très très vite, hein, franchement, donc jugez pas un peu la qualité du niveau, mais on s'en fout. Vous avez compris les grandes lignes. Et donc du coup, on va voir tout de suite si ça marche. C'est un coup, ça marche pas et c'est un gros flop. Et c'est, hop, on refait téléversement. C'est déjà décoché, donc c'est parfait. Ça garde en fait ce que vous avez fait déjà lors de votre premier test. Démarrer, hop. On se trouve sur notre carte, on essaye de refaire le niveau. Ouais, j'ai fait tomber dès le premier, c'est un peu... Bon, après, je suis pas très fort. Ah, j'ai encore loupé, je suis un peu trop nul. Vous allez voir que quand on va tomber, hop, notre joueur est entré en collision et il nous a téléporté en 0-0. Bon, mon 0-0, il était au bord du vide. Et vous allez voir, si je retombe, on est retéléporté et le joueur peut continuer en fait tout simplement sa partie. Décidément, je suis vachement nul, on va interrompre le défi tout de suite. On va arrêter le massacre. Mais donc voilà, franchement, honnêtement... Vous avez vu que créer une zone de téléportation, c'était pas si dur que ça. Et en fait, tout ce qui va nous rester là, basiquement, c'est juste rajouter des éléments de décor sur lesquels le joueur va pouvoir venir sauter. Évidemment, là, si les branches, vous les trouvez trop grosses, vous pouvez modifier leur taille. Hein. Comme on a vu avec le scale, on peut mettre par exemple 0.1 pour diviser par 10 la valeur. 0.1. Vous allez voir que là, ça va être très marrant pour le joueur de venir sauter sur cette branche par exemple. Franchement, faites pas ça, c'est un enfer. Si vous voulez que tout simplement l'option d'escalade soit désactivée sur tel ou tel item, c'est super facile. Vous cliquez dessus, vous allez dans l'onglet la collision native, escalade possible, vous désactivez. Et là vous allez voir que si je refais un essai, vous allez voir du coup que l'escalade pour le rocher sera toujours disponible. Voilà, parce que je n'ai pas désactivé. Mais en revanche, pour les pots de fleurs, c'est désactivé. Mais voilà, franchement tout ce que vous avez à savoir pour créer un Undy Up par exemple. Franchement, il y a pas besoin de plus du tout en fait. Hein. Après, ça va juste être, voilà, placer vos éléments de décor, placer vos zones de téléportation. Vous avez en soi vos checkpoints et on n'en parle plus. Après, je sais que ça peut poser un problème. Par exemple, vous vous dites, si jamais je tombe d'une certaine hauteur et que j'atterris... Imaginons que j'évite la zone de téléportation que j'ai pu poser et je tombe sur la zone de téléportation en bas, ça va me retéléporter tout au début et au final c'est pas vraiment un checkpoint que j'ai, c'est juste que je suis tombé dans la zone de TP qui correspond. On peut venir faire autre chose aussi, c'est que par exemple on va pouvoir venir modifier la variable locale TP1 et on peut se dire qu'en fait on peut fonctionner qu'avec une seule zone de téléportation qu'on peut appeler par exemple TP joueur. Si vous souhaitez faire ça, on va aller dans le modèle de préfabriqué, on va faire un nouveau tout simplement. Où est-ce que c'est pour faire un nouveau hot? Voilà, modèle vide, hop, une zone de collision, hop, détecteur de collision. On va ajouter un petit cube, on va mettre un petit 10 par 10. Ah, 10 par 10, ça fait pas de mal. Qu'on va appeler le modèle vide, on l'appellera checkpoint 1 par exemple. Donc déclencheur de collision, ajouter un graphique de nœud, hop, on va créer un nouveau graphe qu'on va appeler checkpoint 1, hop, voilà. Comment ça va se passer du coup? Pareil, collision, tac, en entrant dans le déclencheur de collision, l'entité entrante, on va récupérer notre joueur, on va directement chercher les requêtes, obtenir l'entité de joueur, tac, hop, on va récupérer la variable, tac, et on va vouloir venir, par exemple, si on veut modifier du coup, on veut modifier la valeur personnalisée. Je crois qu'en fait on n'a même pas besoin de ça, on va dans les actions, on va écrire variable, voilà, définir une variable personnalisée, tac, pardon, excusez-moi. Voilà, on souhaite modifier la valeur, donc c'est une action, pardon.
On ne souhaite pas récupérer une donnée. Hop, on va penser à connecter les deux entre eux. Nom de la variable, comment je l'ai appelé encore une fois. Merci Yael d'être aussi attentif, t'es vraiment un goat. TP joueur, ok, pas se tromper, on fait CTRL-C. Hop, nom de la variable TP joueur. On peut même d'ailleurs, une fois que cette variable est personnalisée, choisir si on veut déclencher un événement ou non. Ça peut être utile. On peut laisser oui, au final, rien brancher à cet événement-là, on s'en fout, il va juste rien s'exécuter de toute façon. Et valeur de la variable, vous voyez qu'ici, on peut venir la modifier. Après, là, c'est un petit peu fait à la va-vite, mais imaginons que, voilà, hop, on va placer sur la carte une plateforme rocheuse. C'est super grand, on s'en fout. Hop, imaginons ici que l'on souhaite placer un point. Comment placer un point sur la carte? Ça me permet d'en parler. Gestion de points prédéfinis. Créer un point prédéfini, pardon. Et on peut l'appeler par exemple checkpoint 1. Voilà, donc là, on a créé notre checkpoint 1 qu'on a placé par exemple. Et dans notre blueprint, ici, tac, du coup, pour valeur de la variable, on va venir faire une requête, c'est-à-dire récupérer notre point. Attendez, bougez pas. Point. Voilà, c'est requête de rotation d'emplacement de points prédéfinis. Index de points. Juste comment on récupère l'index? C'est ici, voilà. Hop, vous voyez en haut à droite, index. Donc vous venez copier directement. Hop, vous le mettez ici. Et on relie du coup l'emplacement à la valeur de la variable. Et donc là, on a eu directement, quand on va rentrer dans la zone de checkpoint, notre joueur, sa variable, TP joueur, va devenir celle du checkpoint. Et donc, on peut enregistrer ça et retenir par exemple, au lieu d'avoir TP zone 1, TP zone 2, on peut venir supprimer directement TP zone 2, même on n'en aura plus besoin. Hop, et dans TP zone 1, nom de variable ici, on va mettre TP joueur. Est-ce que je l'ai bien écrit comme ça d'ailleurs? TP joueur, ouais. Tac, je vais vraiment pas faire d'erreur, voilà. Ok, TP joueur, parfait. On enregistre. Et là, du coup, en fait, ça va être vraiment en fonction des checkpoints que l'on va placer. Une fois que le checkpoint est placé, peu importe la zone de téléportation dans laquelle il va tomber, ça va le retéléporter là où il était. C'est bien de connaître ces deux méthodes-là d'assignation. Mais du coup, là, vous avez vraiment toutes les informations nécessaires. Si on retourne dans les préfabriqués, pareil. TP Zone 2, ça a enlevé le TP Zone 2 parce qu'il n'existe plus. Donc on peut venir supprimer le préfabriqué directement. TP Zone 1, on peut voir que ça a gardé TP Zone 1. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est on retourne dans Autre, hop, modèle vide. Ici, on va rajouter du coup un déclencheur de collision, tac, avec le 10, 10, 10. Ah, ce qui est utile de faire, voilà, c'est de déplacer directement la zone de collision, mais pas forcément le cube. Vous voyez, le cube, on peut le laisser bas comme ça. L'avantage de faire comme ça, je vais vous montrer tout de suite, c'est que si j'enregistre mon modèle, on va appeler ça checkpoint 1. Voilà. Ici, on n'oublie pas d'ajouter le checkpoint 1 en code pour qu'il y ait la logique. Hop, on va venir ici, checkpoint 1. Vous voyez qu'on va venir placer le cube. Hop, on va venir le placer directement en bas. Et vous voyez, on va le mettre dans la roche. Comme ça, on n'aura pas de zone invisible bizarre ou quoi, on s'en fout. Par contre, quand on regarde notre zone de collision, on voit qu'elle occupe bien toute la place de la roche. Donc c'est ce qu'on veut en fait. Bon, maintenant vous voyez que là, cette zone là de checkpoint, quand le joueur va rentrer dedans, ça va assigner son nouveau point d'apparition et quand il va se prendre une zone de téléportation quelconque, ça va le remettre en haut. Par exemple, comment je pourrais vous montrer ça? On va faire en sorte qu'il puisse monter. Mais je pense qu'avec ça c'est bon, on aura ce qu'il faut. Hein. On va pouvoir venir tester directement, téléversement direct. En soi, le téléversement sauvegarde directement votre niveau. Donc là, je l'ai pas fait, mais c'est pas utile. Si jamais vous avez un crash de l'éditeur, c'est cool d'avoir une sauvegarde. Ok, donc là, vous voyez que au tout début, notre point d'apparition, c'est bien cette zone ici. Maintenant, on va monter tout en haut. Ah, mais je sais pas si j'aurai l'endurance. Bon, on va voir. Tac, ok. On va se relâcher, on va activer les flèches. Hop, voilà. Là, on est rentré dans la zone de checkpoint. Évidemment, en bas, on n'a pas remis de zones qui vont remettre la zone de checkpoint au 0. Donc là, on peut redescendre comme on veut de toute façon. Mais ça, j'arrive pas. Ok. Et là, normalement, quand on va tomber, on est censé réapparaître à notre point de réapparition de checkpoint. Et c'est bien le cas, donc vous voyez que notre checkpoint a bien marché. En soi, il ne nous reste plus qu'à placer les éléments de décor que l'on souhaite. Vous mettez les checkpoints où vous voulez, les zones de TP où vous voulez. Et honnêtement, votre run-up, on peut déjà considérer qu'il est terminé. Ensuite, vous avez tout ce qui est paramètres de niveau. Ça, c'est important de l'aborder aussi, parce qu'il y a tout le sujet de faction. Par exemple, si on veut faire des teams. Par exemple, on veut qu'il y ait une team 1, une team 2, on ajoute une faction. Et on va pouvoir avec des codes, venir ajouter dynamiquement les joueurs à ces factions-là. Ça va être un nœud d'exécution. Un nœud d'action où on va dire définir la faction du joueur. Vous savez déjà comment récupérer la requête du joueur. Hop, vous changez la faction. Ça sera un ID, vous mettez le numéro 4. C'est fini, il est dans la faction verte. Et après, vous avez des paramètres en fonction des factions. Mais ça, bien sûr, on l'abordera dans 2 prochaines vidéos. Pour ce qui est des points d'apparition, vous avez vu que quand j'ai créé mon checkpoint, il y avait un point prédéfini. Il y en a toujours un créé de base parce que c'est le point d'apparition de base en fait. Si ce point-là n'existe pas, on peut pas jouer en fait. Mais si je veux que mon point d'apparition soit mon checkpoint 1, c'est possible. Il y a aussi les points de résurrection. Donc là, c'est là où on va vouloir que les joueurs réapparaissent, basiquement. Paramètres du nombre de participants, vous voyez que c'est là aussi qu'on choisit si vous voulez que ce soit un mode où le nombre doit être fixe. Par exemple, vous voulez qu'il y ait
8 joueurs et si vous n'avez pas 8 joueurs, vous pouvez pas lancer. Par exemple, un puissance 4, si vous n'êtes pas 2, vous pouvez pas lancer. Donc pour un only hub, je vous conseille de mettre le maximum tout simplement, hein, que quelqu'un puisse jouer en solo ou même à 8 personnes. Ensuite, vous allez pouvoir voir ici tout ce qui est la gestion de minuteurs, la gestion de variables de niveau du coup. Donc c'est ce que j'avais créé ici, donc TP joueur, TP2. On retrouve également les musiques d'ambiance, ressources compétences, données d'équipement, modèles de boutique. Ouais, si vous voulez faire des achats, par exemple, comme une boutique comme Valorant, par exemple, si vous voulez qu'on puisse acheter des armes, d'autres choses. Mais tout ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Gestion d'itinéraire, c'est par exemple si vous souhaitez qu'il y a un monstre comme un gardien, qui se déplace d'un point A à un point B, qui revient, qui fait le tour. C'est ce qu'on appelle du coup la gestion d'itinéraire. Pour ce qui est du coup de la gestion de texte multilangue, c'est très simple, c'est la traduction en fait de votre niveau, par exemple. Si vous voulez que votre niveau soit aussi jouable et compréhensible par les Anglais, vous pouvez voilà, traduire la map. J'ai envie qu'elle s'appelle Tutorial Map pour les Anglais. Mais voilà, là en l'occurrence, ça sert à rien de faire une traduction parce qu'on n'a pas de texte, on n'a pas d'UI pour notre niveau. Mais par exemple, imaginons que j'avais fait une UI en expliquant le principe du jeu. Pour le moment, vous savez que je ne les ai pas débloqués parce que je ne suis pas niveau 3. Mais vous pourrez traduire du coup les explications du jeu en anglais. Vous demandez à Enya de vous traduire ça en anglais, en espagnol, en chinois, et vous récupérez quasiment 100% de la communauté que vous n'avez pas. Donc c'est très important à savoir. Et je sais que beaucoup de jeux qui sont actuellement disponibles en chinois ne sont pas traduits en français, ce qui est en fait très embêtant. Donc à la limite, vous, ça peut être un point positif pour votre map. Gestion de source de lumière. En effet, on peut rajouter. On a l'environnement, on a le soleil qui éclaire globalement la map, mais si vous êtes dans un endroit fermé, vous pouvez venir directement ici rajouter des sources de lumière. Que vous pouvez ensuite orienter comme vous le souhaitez, en fonction de si vous souhaitez tel ou tel endroit, de telle ou telle force. On peut augmenter le rayon, on peut augmenter la force. Vous voyez que là, à mon avis, c'est une belle flashbang là qu'on se prend dans la gueule. Mais voilà, au moins, hop, vous voyez à quoi ça ressemble. Pour créer votre map, les amis, si vous voulez aller vite, n'hésitez pas à utiliser le raccourci Alt gauche de votre clavier et vous cliquez sur votre zone. Voilà, hop, il est copié. Vous voyez que, hop, en cliquant sur le petit point là, en fait, vous allez pouvoir remplacer comme vous le voulez. Et vous voyez, hop, ça va super vite pour la création de votre niveau et de gagner énormément de temps. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près, je vous ai à peu près tout présenté à ce niveau-là. On peut également modifier la caméra. Voilà, vous voyez là qu'on est sur une caméra du coup qui est en troisième personne. Mais si on le veut, on peut aller sur une caméra. On a directement des presets en fait qui existent. On peut du coup mettre la caméra à la première personne. On peut mettre la caméra du coup la remettre à la troisième. Voilà, bon, c'est l'équivalent de la caméra classique. On peut avoir une caméra 2D 5D aussi. Vous pouvez également augmenter ou réduire la distance de vue de cette dernière. L'angle de rotation, si vous souhaitez que ce soit une caméra qui soit face à vous. Mais voilà, vous voyez que vous pouvez vraiment tout personnaliser comme vous le souhaitez et que c'est super facile en fait. C'est vraiment super facile à prendre en main. Vraiment, l'éditeur de Genshin, il est très complet, il est très facile à prendre en main, je trouve. C'est vraiment du bon travail qu'ils ont fait. Et ensuite ici, voilà, gestion du groupe de contrôle d'interface. Je ferai une vidéo dédiée à ça, mais je vous le montre rapidement. C'est tout ce qui va être la création d'UI personnalisée. Donc voilà, si vous souhaitez ajouter un score à gauche de l'écran, tout ça, rajouter un minuteur. Mais ça, c'est disponible qu'à partir du niveau 3 de création. Donc ça ne nous intéresse pas pour notre premier niveau. Et de toute manière, comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo dédiée à l'UI. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez toutes les informations. Vous pouvez également faire des essais en multijoueur. Traduction manquante dans la gestion multilingue. Ah ouais, ça nous fait des erreurs du coup, ok. Pour ce qui est de la gestion multilingue, les amis, n'hésitez pas à mettre des espaces, même quand vous savez pas ce que c'est. Parce que du coup, en fait, vous avez des erreurs après si vous voulez essayer le niveau. Donc voilà, vous voyez, hop, on va vouloir ici en multijoueur. Et là, vous pouvez directement inviter des amis à vous pour qu'ils puissent venir tester votre map, même si elle n'est pas encore en ligne. Hop, après si vous voulez retester en solo, n'hésitez pas à dissoudre votre essai multijoueur, sinon vous ne pourrez pas le faire. Il ne nous reste plus, j'ai envie de vous dire, qu'à publier la map, donc c'est très simple. Vous voyez ici que vous avez, pour enregistrer rapide, donc CTRL S, on l'a vu de toute façon. Tout ce qui est la gestion de sauvegarde, mais c'est pas ce qui nous intéresse, nous on veut publier le niveau, donc on veut téléverser un niveau. Et c'est là en fait qu'on va vouloir envoyer notre map et qu'elle va être disponible pour les autres joueurs en fait. Donc je peux faire pas maintenant, si j'ai pas envie de l'envoyer maintenant, mais voilà, ensuite on va pouvoir publier, aperçu des informations, ça va être vérifié par Genshin et ensuite ça pourrait être tout simplement jouable. On peut modifier du coup ici la couverture de niveau, les détails du mode de jeu, la description du niveau, le tag de niveau. Donc voilà, et là on peut faire publier du coup et notre map sera en ligne et sera jouable. Et écoutez, on arrive à la fin de cette première vidéo tuto sur comment créer une map Genshin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la booster et à commenter, ça m'aiderait énormément. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous souhaitez voir les prochaines. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous avez envie que je traite tel ou tel sujet pour les prochaines vidéos. Je peux totalement faire des ordres de priorité en fonction de ce qui vous intéresse le plus. Donc voilà, moi je vous laisse ici, c'était Y et à vos créations en fait. N'hésitez pas à les envoyer, j'ai envie de tester. Moi je veux voir en fait ce que vous allez faire maintenant.